Eh ben salut Jean-Cyril, Salut, très Cyril. content de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un peu de vidéos sur le running. Et là, on va profiter de l'actualité, parce qu'il y a une actualité absolument incroyable. Le week-end dernier, donc le record du monde du marathon est tombé. On peut même dire qu'il est tombé 3 fois, parce que c'est 3 athlètes qui sont passés, plus la féminine qui s'est approchée, je crois, très proche du record, donc des temps stratosphériques aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Donc ça va être un petit peu notre sujet du jour. On voulait parler d'abord, faire un petit récap sur l'historique. Pourquoi la perf est impressionnante? Parce que finalement on avait déjà quelqu'un qui était passé en dessous de 2 heures, Eliud Kipchoge, il y a quelques années, mais c'était des conditions qui étaient assez particulières. Tout d'abord parce qu'il avait réellement une logistique derrière, d'abord avec Nike, qui avait allongé des sommes complètement folles, parce que Nike lui avait fourni toute une équipe de scientifiques. Alors il y avait aussi bien des aérodynamiciens, des physiologistes de l'effort, des nutritionnistes, des coachs, des préparateurs. Ils avaient fait une première épreuve sur le circuit de Monza, puis une deuxième épreuve en Autriche. Donc il faut savoir que tout était calculé au petit quart de vis, petit quart de tour près, parce que la météo était calculée, le parcours était calculé. Le parcours n'était pas homologué d'ailleurs dans les règles officielles du marathon. C'était pas une course officielle. Il y avait une voiture devant qui indiquait précisément à Kipchoge et à ses sparring partners où se positionner de manière à avoir un drag, un effet vraiment aérodynamique, où Kipchoge est en quelque sorte un peu aspiré derrière ses collègues. Tout ce qu'il devait boire et manger était calculé au pouillème de millilitres près, avec des mecs qui lui donnaient une gourde pré-remplie de ce qu'il devait boire, donc avec le contenu qui allait bien, avec le volume qui allait bien, au moment qui allait bien. Enfin, on était dans un contrôle absolu, qui n'est pas ce qui s'est passé ce week-end. Parce que ce week-end, finalement, on était dans des vraies conditions de course, avec tous les aléas d'une condition de course. Bref, on va reparler un petit peu de tout ça. On voulait parler du dopage peut-être en premier, parce que ça a été un peu les mots pas sympas qu'on a pu voir sur Instagram, sur différents comptes qui parlent de running. Certains nous ont dit ouais, mais est-ce qu'il serait pas un petit peu dopé quand même, parce que on espère qu'il ne l'est pas. C'est sûr que la performance, forcément, quand on passe une barrière, un mur comme ça, on peut avoir ce truc-là. Moi, j'avoue que ma conviction, alors encore une fois, je suis pas son kiné, je suis pas dans son staff, je suis pas à le suivre au quotidien. Ma conviction, c'est que pour moi, il n'y a pas de dopage. Alors, plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, pour participer à un championnat majeur comme ça, il y a la règle des 3 tests. Donc, il doit avoir subi au moins 3 tests inopinés, hors compétition, dans les 10 mois qui précèdent l'épreuve. Alors ça, normalement, c'est quand c'est un championnat. Donc, est-ce que c'était le cas ou pas, vu que c'est une course et pas un championnat? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Kenya est un pays qui est catégorie A vis-à-vis des agences antidopage. C'est-à-dire que c'est un pays qui est dans le collimateur. Ils sont dans le collimateur parce que ils ont eu beaucoup d'athlètes. Je crois que plus d'une centaine d'athlètes ont été pincés un peu en situation de dopage ces dernières années. Que l'organisation des tests au niveau local au Kenya est pas forcément très bonne. Bref, ils sont dans le collimateur. Aujourd'hui, j'ai peur d'écorcher son nom, Sawe. Sauvé, ouais, je crois. Sawe. Lui est vraiment entré en croisade contre le dopage. Alors, encore une fois, ça c'est ses propos. On peut toujours dire est-ce qu'il triche ou pas, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que du coup son sponsor Adidas lâche plus de 50 000 $ par an dans des tests supplémentaires, donc en plus des tests que tout sportif de haut niveau doit réaliser, qui sont tests vérifiés par des labos indépendants. Donc ils ont vraiment voulu montrer patte blanche avant l'épreuve. Donc concrètement, on va dire, c'est quand même bizarre, parce que 2 ans avant, ils annoncent le truc. Est-ce que ce serait pas un peu louche? Je pense qu'un marathon, ça se prépare, qu'on bat pas un record du monde, qu'on passe pas sous les 2 heures comme ça, en se décidant ce matin. Encore une fois, on n'est pas comme nous, coureurs, en se disant, bon allez, tu sais quoi, ce week-end, je vais aller éclater mon record au 10,
et je vais passer en 58 minutes au lieu de 59. Non, non, on est quand même là dans de la perf, de la vraie, de la pure, à très haut niveau, et que c'est un truc qui se prépare. Donc clairement, il était préparé. Il était en orbite pour aller faire ce truc-là, et donc 2 ans avant, il savait qu'il irait chercher ou tenter de chercher, et donc il a annoncé la couleur avec cette démarche qui est très louable, et on peut que saluer tout ça. Après, on sait aussi que il a très certainement, comme dans tous les tests antidopage, on a des tests sanguins, on a des tests urinaires. Il y a un contrôle avec ce qu'on appelle le passeport biologique de l'athlète, donc on va aller vérifier qu'il n'y ait pas des modifications génétiques, on va aller vérifier qu'il n'y ait pas d'incohérence biologique. Donc on est aujourd'hui quand même sur des trucs très poussés. Il y a aussi dans la lutte contre le dopage les histoires de géolocalisation, c'est-à-dire que tu dois renseigner ta position précise plusieurs fois par jour avec des possibilités de contrôle. On a eu des athlètes françaises qui ces dernières années se sont fait un petit peu malheureusement attraper avec ça visiblement, donc elles n'étaient pas aux endroits où elles avaient dit. Alors on va se dire, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, on n'en sait rien, mais les agences antidopage avec la géolocalisation, ça leur permet de savoir un petit peu où t'es, si t'es trop souvent près d'un labo de transfusion sanguine ou si t'es trop souvent chez ton pharmacien, il y a peut-être finalement quelque chose qui cloche un petit peu. En tout cas, il y a une traçabilité de toute ta vie d'athlète qui est souvent très très lourde, très très dure, qui coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, pour les fédés, pour les sponsors, etc. Même dans des petites fédés, à partir du moment en tout cas où tu as le statut de sportif de haut niveau, où tu es reconnu comme tel, c'est vraiment un process qui est très très lourd. Et donc là-dessus, j'ai du mal à croire qu'il pourrait être dopé. Ça voudrait dire qu'il serait passé entre toutes les mailles du filet. Alors après, oui, bon, on sait que le dopage, ça peut prendre des allures très techniques, très technologiques, très pointues aujourd'hui. C'est un jeu du chat et de la souris. Mais si tu as quelque chose à te reprocher, j'imagine pas qu'on puisse se mettre dans une situation comme ça où on annonce la couleur, où Adidas paye des tests indépendants, etc., etc. Voilà, ça c'est juste my two cents. Je pense qu'il était propre. Ça c'est ma conviction. Après, si c'était pas le cas, je m'excuserai et il aura toute ma haine. Mais j'espère, et l'histoire est belle, j'espère qu'il nous a pas fait une Ben Johnson à la grande époque du 100 mètres, et j'espère qu'on découvrira pas dans la semaine ou les semaines qui viennent qu'il y avait un loup. Mais l'histoire est belle. Et donc en préparant, là, tu m'as mis plein de choses hyper intéressantes sur les différences de parcours entre Londres et Berlin, l'effet du peloton, de l'émulation, de l'aérodynamisme, de la surface, du bitume et tout. Explique-nous tout. Ouais. Concrètement, on sait qu'un record, ça se prépare. Un record, faut se mettre dans des conditions optimales. À l'époque où Kipchoge préparait son sub 2, passé en dessous des 2 heures, il y a des scientifiques qui avaient été dire est-ce que, en fonction de l'endroit où on est sur Terre, est-ce que la gravité est la même, et que finalement du coup est-ce que notre poids apparent est le même. Donc concrètement, si on est au niveau de l'équateur, c'est là où on aura une gravité qui sera légèrement moindre, plus à même de faire de la perf, sauf que les conditions météo en termes de température, d'humidité, etc. là sont pas optimales. Donc tout ça c'est très très réfléchi. Londres, c'est pas classiquement le parcours où les records ont été battus. Classiquement, ça a été plutôt battu sur Berlin, où on va dire que c'est très roulant, etc. Sauf que Londres a quelques avantages pour aller taper un record. Tout d'abord, donc on commence un petit peu sur du plat, et ensuite on a une descente qui est assez significative. Donc cette petite descente, ce petit plateau, ce petit dénivelé négatif qu'on n'a pas forcément sur les autres courses, finalement c'est un petit avantage en termes de chrono. Il reste raisonnable dans la mesure où il permet d'homologuer le record, mais il te permet surtout de te lancer un petit peu sur le départ. Donc ça c'est un point qui est plutôt intéressant déjà. Là, ils sont pas partis. On sait aussi. Ils sont pas partis vite. Ils sont partis moins vite que la première partie que la deuxième. Là. Ouais. Par contre, du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que sur cette première partie où ils n'ont peut-être pas été plus vite, ils ont en tout cas pas cramé d'énergie, ou moins cramé d'énergie. Alors on estime que c'est peut-être de l'ordre de peut-être 1% d'énergie qui a été économisée, mais
quand on est dans la recherche comme ça de ce petit truc, de ces secondes qui te feront passer sous les 2 heures ou au-dessus des 2 heures, bah c'est un vrai avantage. Souvent, le marathon de Londres a aussi un budget qui est plus important, aussi, donc avec un plateau d'athlètes qui est plus dense, plus relevé, plus motivé, parce que clairement, faut dire ce qu'il y a. Hein, aujourd'hui, un athlète de haut niveau au Kenya, ça gagne pas forcément sa vie, sauf s'il y a des sponsors, sauf s'il y a des courses. Et donc, quand il y a des courses avec du pognon, concrètement, pour eux, c'est des sommes qui sont énormes. Ça te fait vivre la famille, le village pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc là, il y a effectivement un truc à aller chercher. Alors il faut savoir qu'il est venu quand même, Sawai, avec un ou deux de lièvres qui sont dans sa team, etc., qui étaient vraiment là pour le lancer. Mais il y a eu un vrai effet peloton. À Berlin, très souvent, les recordman, ils sont souvent seuls très rapidement. Là, ils sont restés à 5-6 coureurs jusqu'au 30e kilomètre quasiment. Donc il y a eu, ils étaient peut-être pas forcément bien placés, mais il y a quand même un petit peu cet effet drague au niveau aérodynamique, cette aspiration qu'on peut avoir. Et là aussi, c'est un petit avantage, ça explique. C'est un vrai plus. Après, la qualité du bitume à Londres est réputée légèrement meilleure que celle de Berlin, et le parcours est aussi, alors Berlin est très très rectiligne, mais en fin de parcours on a quelques virages qui sont un petit peu serrés. Alors savoir, est-ce que c'est un gros déficit en termes de chrono? Pas un gros déficit, en tout cas Londres il suit les courbes de la Tamise, et donc il a un parcours avec des virages qui sont en général très larges, plus larges qu'à Berlin, donc on maintient un petit peu une force centrifuge basse, on casse un petit peu moins le rythme. Et du coup on a un petit peu moins de relances qui sont quand même assez énergivores. Donc ça c'est aussi un énorme avantage de ce côté-là, avec donc des courbes qui sont beaucoup plus douces, des virages qui sont plus larges, donc à la limite où tu peux tangenter un petit peu et dégrader un petit peu moins ton énergie. Le revêtement de Londres est aussi réputé pour un bitume qui serait peut-être un petit peu plus lisse et peut-être un peu plus. Londres a aussi un climat océanique, là où Berlin a un climat qui est un petit peu plus continental. Donc là on était sur un temps qui était peut-être légèrement plus frais, avec des immeubles qui étaient un petit peu plus hauts, là où Berlin est parfois un petit peu plus ouvert, donc peut-être un petit peu moins de vent. Donc voilà, ça c'est aussi des trucs qui vont jouer un petit peu, là où par exemple à Chicago, on dit la Windy City, la ville venteuse. Quand tu te retrouves avec un vent, quand tu as 10, 15, 20 km/h de vent de face, forcément c'est de l'énergie qui est perdue. Donc là d'avoir toutes ces conditions, encore une fois on est sur des trucs, on est sur du 3 fois rien, mais à l'échelle d'un marathonien qui fait son marathon en 4 heures, tu gagneras peut-être une minute sur ce truc-là, 30 secondes, mais encore une fois, c'est ces 30 secondes qui séparent l'échec du héros. Donc c'est des choses qui sont bonnes à prendre. Il y avait un contexte, on va dire, entre un niveau qui était relevé, des lièvres, des concurrents qui étaient là. Concrètement, les deux premiers se connaissent, ils s'entraînent pas ensemble. Ils avaient la même chaussure dont on va parler, mais visiblement l'histoire dit qu'ils s'étaient envoyé des messages en se disant on vise Londres, on vise d'aller taper quelque chose. Ils se connaissent, ils s'apprécient et ils savaient qu'ils allaient taper leur meilleur perf ce jour-là. C'était en tout cas prévu, ils étaient programmés pour aller chercher quelque chose de bien à ce moment-là. Donc là c'est très très fort de se dire qu'on annonce la couleur. On annonce la couleur peut-être 1 an ou 2 avant, parce que c'est à peu près ce qu'il faut en préparation. Et on est au top ce jour-là. Il y a un truc qui est hyper marrant, enfin c'est pas marrant du tout, c'est que 2 jours après, la chaussure elle sortait en magasin. Ouais. Alors là aussi, certains diront, est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est pas un complot? On s'est échangé des messages tous les deux là-dessus. On va parler de la chaussure. Elle a contribué à la performance, très certainement. Je pense que c'est indéniable. On a des choses à dire là-dessus. Est-ce qu'ils ont, d'un point de vue marketing, attendu le moment pour se dire on a cette chaussure qui est incroyable? Le record féminin aussi, ils sont et il y a le record féminin. Ils ont 2 heures, et le record femme, course femme, 100% femme, pas mixte,
qui tombe aussi, ça fait 3 avec la même C'est ça. chaussure. Donc, Et la chaussure qui sort, c'est incroyable. c'était idéalement le bon moment. Il faudrait demander aux gens d'Adidas. Et si les records n'étaient pas tombés, est-ce qu'ils avaient prévu de sortir la chaussure quand même, Ouais. ou est-ce qu'ils auraient décalé? En sachant que quand ils l'ont sorti, c'est une toute petite série. A priori, il y a que 500 modèles qui ont été vendus. 500 balles. 500 modèles à 500 euros. Ils ont, voilà, ils ont bien calibré le truc. Pour 50 km. Ils auraient pu en sortir 1000 et les vendre à 1000 euros peut-être. Ouais, et en plus, le mec a fait qu'une course avec. Tu peux faire un marathon avec et basta, après poubelle. C'est ça. Donc se dire, on a une chaussure qui est du pur jetable. Mais je vais revenir sur la chaussure. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un autre petit point qui m'échappe. C'est très très con. En parlant de chaussures, oui, notons que le 3e au marathon, qui bat aussi le record du marathon, il est au-dessus de 2 heures, mais il bat le record, était lui en Nike avec le dernier modèle d'Alpha Fly de mémoire. Donc voilà, il y a tout ça. Maintenant, effectivement, un record, ça se prépare. Et donc, je pense qu'il y a eu une vraie préparation, une vraie inspiration, un vrai travail derrière tout ça. Pour parler un petit peu des chaussures. On a dit le prix, voilà, 500 euros. Tu cours déjà plus vite quand t'as mis 500 balles dans une paire de chaussures. C'est vrai. Elles se revendent actuellement, j'ai été checker un petit peu ce matin, sur des sites un peu internationaux. On les trouve largement à plus de 2000, 2500 euros. Il y a une spéculation dessus qui est énorme. Voilà, c'est l'objet. Elles ont... Alors on a entendu aussi, bah oui, mais les chaussures de maintenant, elles vont te faire courir vraiment plus vite, elles sont extraordinaires, etc. On va reprendre un petit peu ces sujets-là. Il y a quelques années, on était vraiment encore sur ce paradigme des chaussures minimalistes. Voilà, on disait, ok, voilà, là, on voit qu'on a une chaussure qui est quand même assez massive. En termes d'épaisseur, sur l'Adidas, ils étaient aux limites de ce qui était homologable, de mémoire, à 1 mm près. Je crois que l'épaisseur au niveau du talon, le stack est à 39 mm, là où la limite homologable est à 40. Donc bon, clairement, elles passent tout juste, mais elles sont légales. 36 mm d'épaisseur au niveau de l'avant-pied, donc un drop de 3 mm. La grosse particularité de ces chaussures, outre les lames carbone et des trucs ça les lames carbone, on en a depuis des années maintenant, c'est acquis, tout le monde en met. À la limite, mentalement, celui qui n'en met pas, déjà psychologiquement, il a perdu sa course quasiment. Mais toutes les chaussures qu'on avait sur le marché qui étaient un peu performantes, on était allé au mieux à 170 grammes, 220 grammes. Il n'y avait pas un gros effort sur le poids. On sait que le poids, c'est un déterminant primordial dans la performance. Ça, on a des travaux de Fuller 2015 ou Kammer en 2018. Ça a été montré. On sait, ça fait 15 ans qu'on dit ça, 20 ans qu'on dit ça. À chaque fois que tu gagnes 100 grammes sur le poids d'une chaussure, par chaussure, en général, on n'est pas unijambiste. Donc 100 grammes, ça équivaut à 1% de consommation d'oxygène en moins. Donc du coup, c'est des réserves que tu as pour utiliser pour autre chose, pour de la performance. Plus ta chaussure est légère, plus on est a priori efficient. Là, on a une chaussure qui fait 97 grammes. Donc effectivement, c'est ce qui la différencie finalement de tous les modèles un peu iconiques qu'on a eu avant. Les Vaporfly, les Alphafly, la 4%, la 3%, les Carbon Rocket, tout ce qu'on a chez les concurrents. On a une chaussure qui est plus légère. Alors, est-ce qu'ils nous ont enfin démontré sur le papier? Chaussure plus légère, voilà, on sait que c'est pour la perf. Par contre, ça se fait avec des compromis. Alors, on a des matériaux qui ont beaucoup avancé. On a des mousses PEBA qui améliorent l'amorti, le confort, les performances. Ça a été montré aussi par Hugh Kammer en 2018. Et c'est des mousses qui sont plus légères qu'avant. Par contre, le compromis qui a été fait pour arriver à 97 grammes, il est très certainement au niveau de la solidité de la chaussure. C'est-à-dire que là, on a une chaussure qui est annoncée tenir un marathon et ciao, bye bye. Si on revient en 2016, à l'époque, des JO de Rio, Nike, pour pas les citer, avait sorti un modèle qui s'appelait la Zoom Streak LT4,
qui faisait 125, 126, 127 grammes, qui était finalement très très légère. Il n'y avait pas de carbone à l'époque, elle avait une petite semelle, elle était super. C'était la chaussure qu'avait toute l'écurie Nike, qui avait bien gazé, hein, tous les mecs de l'époque qui étaient au top, ils avaient cette chaussure-là. Cette chaussure, elle avait été étudiée, il y avait eu des comparatifs, Pointe donc on avait pris... Hein? Pointe ou chaussure normale? C'était des pointes ou chaussures normales? C'était une chaussure normale, ni minimaliste, ni carbone, elle était... C'était chaussure de route. Elle était vraiment chaussure de route, ouais, excuse-moi. Donc c'était vraiment la chaussure qu'elle allait sur le marathon. Donc ils avaient montré que cette chaussure-là, qui faisait 126 grammes, elle était plus légère que les autres. Effectivement, elle était plus performante. On avait un meilleur rendu énergétique. On avait une consommation d'oxygène qui était plus faible. Voilà, elle était super. J'en ai eu une paire. Elle m'a tenu 70 km parce que forcément le compromis c'était d'avoir un mesh, un tissu qui était très léger. Donc le gros orteil il passait dessus, il passait à travers au bout de 60. J'ai rappelé mon revendeur, je lui ai dit écoute là 60 bornes, t'as quand même un problème de truc. Bon, il a été très très cool, ils me l'ont prise en garantie. Et puis finalement le deuxième paire, elle m'a pas fait beaucoup plus de kilomètres. Du coup ça m'a agacé. J'en ai trouvé une troisième paire sur un site bien connu qui fait les chaussures un petit peu moins chères. Donc je m'étais dit bon à ce coup-là je les paye pas plein pot hein, vu la durée. Elle m'a aussi duré très peu de kilomètres. Donc là on arrive à une chaussure voilà qui même chose hein, est annoncée durée pour le marathon. Voilà, il y a des compromis très certainement dans la solidité du mesh, dans la solidité du tissu, dans beaucoup de choses. Voilà, là il n'y a pas d'alternative. Maintenant, au moins ils ont fait la démonstration que le poids c'est certainement un peu l'avenir. Après, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la chaussure qui permettent finalement de courir un petit peu plus vite? Ça a été ouais, pas mal étudié. Pourquoi pas une chaussure minimaliste? Parce que finalement, elles sont peut-être encore plus légères. Sauf que, elles ont pas de drop. Sauf que la semelle est quand même très souple. Et que ça, du coup, ça a été étudié. On peut citer des refs, parce que je sais que vous aimez bien avoir des refs biblio. On a Tung en 2014, Kerrigan en 2009. Un papier absolument génial hein, d'Amil et Gruber en 2017 sur l'attaque du pied, les chaussures, etc. Tous ces papiers-là nous ont montré que finalement, une chaussure minimaliste, quand tu es en minimaliste, t'as pas d'amorti par définition, donc c'est ton pied qui va devoir travailler beaucoup plus. Et que l'énergie que tu vas consommer à gérer de l'amorti, du contrôle du pied, etc., toutes ces choses-là, ça consomme de l'énergie que tu n'utiliseras pas pour la performance. Donc quand tu as une chaussure, finalement un peu plus chaussure, un peu moins pieds nus, ça te permet de consommer cette énergie un peu plus à ta perf, et un petit peu moins au niveau de l'amorti. Maintenant, est-ce que réellement ça fait gagner des kilomètres, des choses? On estime que d'avoir une chaussure la plus légère, plus optimisée, tu as peut-être 1%, 2% grand maximum en gain de perf. Alors à ce niveau-là, c'est peut-être les 2% qui font que tu es au-dessus de 2 heures, moins de 2 heures. Est-ce qu'il y a que ça? J'en sais rien. Maintenant, je pense qu'on aurait pu leur mettre des chaussures plus classiques. Je pense que ce jour-là, ils étaient partis pour de toute façon faire un truc. Le troisième, qui encore une fois n'est que le troisième, ce qui est très bien, mais il n'est que le troisième, bat le record du monde avec des chaussures, des Nike Alpha Fly classiques. Donc ils étaient partis les trois de toute façon pour une perf ce jour-là. Et je pense que là-dessus, c'est bon, la chaussure a peut-être un petit gain, mais il faut rester raisonnable. Un autre petit point aussi qui explique peut-être l'efficacité ou non des carbones. On a des travaux qui ont été faits par McRoy en 2020 qui nous a montré que la rigidité de la semelle, ça permet une meilleure transmission des forces. Donc plus ta semelle elle est rigide et plus finalement tu transmets un petit peu tes forces. Souvent les gars, les pistards ont des chaussures qui sont un petit peu plus rigides que les gens sur route d'ailleurs, parce que faut transmettre tout ça. Maintenant, voilà. Il faut aussi que la chaussure soit bien adaptée à notre coureur. Et ça, c'est pas il n'y a pas un modèle qui conviendra à tout le monde. Concrètement, par rapport au poids, à la morphologie, à la force du pied et des autres muscles du membre inférieur, il faut qu'il y ait une rigidité qui soit adaptée, que ce soit dans la semelle de carbone ou dans le reste de la chaussure. Et que, si tu as
si tu es bien adapté, finalement, tu auras la meilleure restitution d'énergie possible. Et si tu l'es pas, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué ou un peu moins, ce qui explique que sur certains résultats, on a l'étude, il me semble que c'était Hébert-Lozier qui avait fait ça. On a un gain qui est entre 0 et 6% fonction de la chaussure. Je pense qu'après, faudra qu'on creuse un petit peu toutes ces études-là, savoir quel profil réagit mieux à quelle rigidité. Là, on n'en est pas encore parfaitement là. En tout cas, voilà, la chaussure aide un petit peu. Mais je pense que ce jour-là, toutes les conditions de course, la préparation qu'ils ont eue, ont fait qu'ils seraient passés. Après, faut arrêter un peu les délires de certains réseaux sociaux, les commentaires très drôles de on n'a qu'à mettre la chaussure à Jean-Mimi, on verra, lui aussi il va. Ouais, je mets au défi beaucoup de gens d'essayer déjà de faire un marathon en moins de 4 heures, c'est pas donné à tout le monde. De pas se faire une entorse directe avec des chaussures comme ça. Plus il y a de l'épaisseur de semelle et plus finalement on a des bras de levier qui font que nos stabilisateurs de la cheville vont avoir plus de travail pour maintenir la cheville si on n'a pas un contrôle parfait lors de la pose ou une aspérité sur le terrain. Et ça a été montré un peu plus en trail, qu'effectivement plus ta semelle est épaisse, plus ton risque d'entorse il est un petit peu élevé. Ok. C'est une réalité. Après, est-ce qu'on se blessera plus avec ces chaussures qu'avec une autre? Ça, j'en ai pas la conviction. Mais bon, en tout cas... Qu'est-ce que ça change au niveau mécanique, hanches, genoux, ligaments, muscles, de courir avec des chaussures comme ça, très épaisses, très légères, carbone, par rapport à une chaussure normale de tout le monde? Alors, une chaussure légère, déjà, ça va souvent faciliter qu'on ait une cadence... dans les clous, entre 170 et 190, ça c'est démontré aussi. Même si je pense qu'un élite, tu peux lui mettre à peu près n'importe quoi au pied, de toute façon le geste sportif il le maîtrise. Par contre, sur un coureur un peu plus novice, une chaussure un peu plus légère, ouais c'est un avantage, ça facilite quand même ce maintien de la cadence. Et après ce maintien de la cadence, il va optimiser un petit peu notre foulée. Alors ça c'est très propre à chacun, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de courir. On repartira pas sur la blague habituelle, mais il y a une optimisation en tout cas par rapport à l'individu. Ce qu'on sait aussi, c'est que les chaussures de maintenant, entre autres les chaussures à lame carbone, il y a un effet teeter-tooter qui permet finalement une bascule un peu plus du talon vers l'avant-pied, qui sera un petit peu plus rapide. Donc il y aura finalement une transition au niveau de la phase d'appui qui sera un peu plus rapide. Finalement, quand on court, on est rapide quand on est en phase aérienne, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le sol, et on est un petit peu plus lent quand on est au contact du sol. Parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a des appuis, parce que c'est pas tout à fait le même délire. D'avoir cette bascule de l'arrière sur l'avant du pied, finalement, c'est une façon d'accélérer aussi un petit peu notre transition, notre phase d'appui, et on va avoir un temps de contact au sol qui risque d'être un petit peu plus court, donc finalement d'optimiser un petit peu plus nos performances. Alors tu vas me dire, du coup ça sous-entend que les gens attaquent un petit peu par le talon, alors que dans l'esprit de certains on se dit non, mais pour courir vite il faut forcément être sur l'avant du pied, parce que si tu attaques talon t'es pas rapide. D'abord, quand on regarde une course comme ça, au niveau biomécanique, on se rend compte que ça c'était bien montré, entre autres par des travaux d'Escoffier. Alors Escoffier, c'était en 2018 de mémoire, il a pris des marathoniens, il les a regardés kilomètre par kilomètre, puis il a analysé leur foulée kilomètre par kilomètre. On s'est rendu compte que tout le monde attaque un petit peu sur l'avant du pied, parce qu'on part vite, ils sont performants. Et puis, le problème, c'est quand tu es en attaque sur l'avant du pied, ça c'était bien montré, c'est un article qui est absolument passionnant, d'Amil et Gruber, attends que je te retrouve la date, en 2017. Amil et Gruber, en 2017, ils nous ont montré que quand tu es sur l'avant du pied, tu sollicites ton mollet. Ton mollet, il consomme beaucoup d'hydrates de carbone, de glycogène. Ça, c'est des molécules qui sont assez lourdes. C'est-à-dire que si on va faire 10 km vraiment en attaque full avant-pied, faut, je crois, les chiffres étaient super impressionnants, genre 40 kg de glycogène, un truc comme ça. Donc, c'est pas possible en fait. Donc, oui, on produit beaucoup de puissance en attaque sur l'avant du pied, mais c'est un réacteur, donc on consomme le carburant vitesse grand V. Donc, si on veut aller loin, faut qu'on soit efficace.
en consommant un peu moins d'énergie. Donc on se rend compte que beaucoup d'athlètes vont passer en attaque talon. Le vainqueur là, Saoué, était en attaque talon. Il y a plein d'images où les gens ont ironisé un petit peu sur les réseaux sociaux en disant bah écoute, il est des nôtres, lui aussi il attaque talon, donc finalement on peut se déculpabiliser de ce côté-là. Il vaut mieux des fois être en attaque talon et être bien optimisé. On arrivera à être efficace et rapide quand même. On serait un peu plus rapide, mais ce qu'on veut, c'est pas courir à 60 à l'heure. Ce qu'on veut, c'est courir à 20. Donc il arrivera à tenir à 20 en attaque talon, mais il consommera moins de glycogène. Parce que tout marathonien, on a tous peut-être connu un jour ce truc qui s'appelle le mur du marathon, qui arrive vers 30-32 km en général. Ça veut dire qu'on a épuisé tout notre stock de glycogène. Et donc, on met l'interrupteur sur off, et là, la course est terminée. Donc eux, inconsciemment, et avec l'éducation qu'ils peuvent avoir et l'expérience qu'ils ont, ils savent que s'ils restent sur l'avant du pied tout le temps, ils vont avoir du mal à terminer la course en attaque sur l'avant du pied. Donc ils vont passer en attaque talon. En attaque talon, ils auront du coup peut-être une meilleure efficacité avec la chaussure, si elle est bien optimisée, bien adaptée à eux. Ils auront cette bascule qui sera un peu plus efficace. Je me suis toujours posé la question, quelle était l'efficacité d'une lame carbone quand tu es en attaque full sur l'avant du pied? C'est-à-dire que ton talon touche jamais le sol. Tu es vraiment en attaque avant-pied, ton talon reste en l'air. Du coup, la lame de carbone se met pas en tension et elle aura peut-être pas d'énergie à te restituer. Donc à ce moment-là, peut-être que finalement l'efficacité des lames carbone, elle se trouve là. C'est un domaine qui mérite d'être creusé un petit peu, mais quand tu es en attaque sur l'avant du pied, tu la mets pas en contrainte, donc finalement elle te restitue pas grand chose. Alors que quand tu attaques talon, avec une légère attaque talon, attention, il n'y a pas un gros overstride, un gros talonnage antérieur, on a une foulée qui est pas trop dégradée quand même à ce niveau-là. Peut-être qu'on met un peu plus de contraintes sur la lame carbone et peut-être que cet effet de bascule sur l'avant du pied fonctionne un petit peu mieux et que l'efficacité est un peu plus significative. Oui. Voilà. Pour un coureur, entre les anciennes chaussures et les nouvelles chaussures, est-ce que les anciennes chaussures on était plus sur les mollets qui bossaient les genoux, est-ce que les nouvelles on est plus sur les hanches, ou est-ce que ça a changé quelque chose d'un point de vue tu vois, de toi, kiné ou mécanique pure, tu vois est-ce qu'on sollicite plus des muscles que d'autres? Est-ce qu'il y a eu un mouvement de la contrainte, quoi, un mouvement des blessures, un mouvement de la contrainte On a eu beaucoup d'idées reçues là-dessus. Alors vraiment en pratique quotidienne, là je parle pas d'études scientifiques, pratique quotidienne. Je trouve qu'on n'a pas de tant d'écart que ça. Après, sur des profils plus marqués, sur des chaussures plus maximalistes, qui auront tendance à favoriser un peu plus une attaque talon assez significative. Sur cette attaque talon, on aura plus de contraintes sur le genou, sur les hanches, sur le dos. Donc classiquement, ça c'est un truc qu'on retrouve un peu plus chez des trailers qui ont des marques assez maximalistes. Il y en a plusieurs sur le marché. On trouvera un petit peu plus ces pathologies genoux, hanches, dos. Là où des gens qui auront des chaussures un peu plus minimalistes, un peu plus performantes, ils seront quand même avec une tendance un peu plus sur l'avant du pied. Alors, ils le tiendront pas toute la course, mais ils auront une partie de la course qui se fera sur l'avant du pied. Dans ces situations-là, on aura plus de contraintes sur l'aponévrose plantaire, le tendon d'Achille et le mollet. Voilà. Après, encore une fois, les blessures, on va évaluer vraiment une équation globale. Il n'y a pas que la façon dont on court qui rentre en jeu, c'est un élément de l'équation, mais il y a aussi l'entraînement, les variations de l'entraînement, le type de terrain, les dénivelés et toutes ces choses-là. Donc voilà. Là, on a une anecdote sur la course. Il y a une coureuse anglaise, je crois, qui a bien terminé, et puis on voit que sa chaussure est complètement rouge sang. Donc là, c'est quelque chose d'assez surprenant. On avait eu un précédent avec Kipchoge il y a quelques années, marathon de Berlin, il me semble, où il y avait des images où on voyait pas le sang au niveau du mèche de la chaussure, mais on voyait que la semelle de propreté à l'intérieur avait ripé, elle était quasiment ressortie. Il avait avoué que ça l'avait grandement gêné pendant la course, donc il avait peut-être perdu le record du monde ce jour-là à cause de ça. Ça tient à très peu de choses. Mais ces points de le pied en sang pendant la course, les semelles de propreté qui sortent, ça clairement, c'est que le jour de la course, les fabricants ont tendance à sortir des protos, amener des nouvelles chaussures. Donc c'est le cas pour Kipchoge.
Est-ce que c'était le cas pour cette anglaise? Très certainement. A priori, les athlètes là, le podium, ceux qui étaient en Adidas ont découvert les Adidas très 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 récemment. C'était peut-être même une des premières fois où ils courent avec. Et clairement, ça c'est le truc à ne pas faire parce que quand tu as une chaussure que tu découvres, déjà tu risques de solliciter un petit peu des muscles que tu n'as pas l'habitude de solliciter. Donc c'est peut-être pas là où tu seras le plus performant le jour de la course. Et puis ensuite, tu vas peut-être avoir des points de friction ou des points d'adaptation sur la chaussure qui vont pas se faire et tu vas te retrouver avec des risques d'ampoules, de saignements, de choses comme ça. Alors eux, c'est des guerriers, ils vont aller au bout et ils peuvent finir avec des chronos corrects, même si on a encore une fois l'épisode de Kipchoge à Berlin qui perd certainement un record du monde à cause de ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde dont on fait partie, clairement, changer de course et changer de chaussure et découvrir un modèle le jour de la course ou 2-3 jours avant la course, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire. Et là, on augmente le risque de blessure plus. Donc vraiment, voilà. Ayez l'habitude du modèle que vous utilisez le jour de la course et essayez d'avoir, quand la chaussure est un peu neuve, de l'avoir rodée un petit peu une semaine ou deux avant la course. On a envie de la préserver pour le jour de la course. Surtout là, ta paire d'Adidas à 500 balles, forcément, tu vas pas faire d'autres sorties avec. Mais c'est si on veut prévenir un peu les blessures, c'est quand même un truc qui est à éviter. J'avais des questions qui me venaient, mais après oui, donc on avait un point sur la récupération, donc tu avais plein d'études. Ouais, la récupération, c'est un truc qui, forcément, on a fait un marathon, c'est une épreuve qui est pas anodine. Celui qui sort frais d'un marathon, j'ai envie de dire bravo. Enfin, même si là, le vainqueur, le vainqueur, il a l'air de finir quand même. Il est pas complètement au bout de sa vie, il s'écroule pas par terre, il est pas mort. Donc on sent qu'il y a quand même une course qui est très 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 maîtrisée. Ce qui est impressionnant, c'est le negative split qui se prend. Donc negative split, c'est pour ceux qui savent pas, c'est l'idée d'avoir un chronomètre qui au kilomètre qui descend au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire qu'on termine plus fort qu'on ne l'a commencé. Son premier marathon, il le fait en 1 heure. Son premier semi-marathon, il le fait en 1 heure. Et le deuxième, il le fait en 59 minutes et quelques. Donc il a réussi à être alors déjà la performance de chaque semi-marathon est juste folle. Parce qu'on n'est pas on n'est peut-être pas au record du monde, mais on est quand même sur des chronos qui sont juste extraordinaires là-dessus. Et de passer un negative split comme ça, ça veut dire qu'il a une course qui est maîtrisée de A à Z. Je me souviens quand Kipchoge était passé en dessous des 2 heures aussi. Les dernières centaines de mètres, on le voit qu'il y a le public qui est sur le côté, il salue le public, donc il se désunit complètement. On dit là, il est en train de perdre de la perf, est-ce qu'il va pas tomber dans l'émotion, quoi? Et voilà, ça montre que c'est des gars qui ont de la réserve. Ils finissent la course comme ils l'ont. Là, quand on le voit finir, passer la ligne d'arrivée, je peux pas dire qu'on a l'impression qu'il est comme à l'entraînement, mais je suis persuadé que c'est une course qui est maîtrisée de A à Z. Il avait de toute façon un plan, il savait qu'à tel kilomètre, il devait être à tel chrono. Pour aller chercher un exploit comme ça, le truc est préparé. Encore une fois, on n'est pas sur une course du dimanche entre potes où on se dit bon allez, je vais aller taper l'autre éthiopien là. Non, là il savait qu'il serait dans ces chronos là. C'est prévu et donc tout est maîtrisé et il finit dans ce qu'il a prévu. Alors la question, c'est quand on les voit arriver frais, c'est se dire est-ce que en tapant un petit peu plus, il pouvait pas aller chercher quelques secondes, pourquoi pas 1 minute ou 2 de plus. Moi je suis persuadé que sur le jour où Kipchoge a battu le record, je suis persuadé qu'il a 30 secondes, 1 minute dans les jambes en dessous du truc. Il finit avec cette telle facilité que pour moi il a cette réserve, il a cette maîtrise. Il sait que kilomètre 2 il va être en tant de minutes, tant de trucs, c'est carré, il est dans son chrono. À une échelle moindre, j'ai un très bon pote, le parrain de ma fille, Romain, qui quand il avait fait son premier marathon, je crois, avait prévu de faire 3 heures et quelques. Il savait qu'au kilo, il était, je crois que c'était 4,30 au kilo. Et il m'a dit, c'était mécanique, j'étais une horloge tout du long, j'étais fou, j'étais capable, j'ai tenu mon plan.
Là où mon humble expérience sur mon premier marathon, j'étais parti, je voulais faire 4 heures. Je m'étais dit je vais être raisonnable, 4 heures, et puis en fait je me suis rendu compte que je me sentais bien. Donc au lieu de tenir mon 5,30 au kilo, j'étais en dessous, j'étais en dessous, et puis c'était sympa parce que j'avais la montre qui me disait, il y avait le petit mode sur la montre qui me disait par rapport à l'objectif, t'es en avance de temps, donc ton temps final. Donc je voyais le chrono descendre, donc là il commençait à me mettre 3,50, 3,45. À un moment j'étais prévu pour être en 3,40, je me disais putain je vais exploser, ça va être génial. Ouais, mais sauf qu'en fait à faire un petit peu le bourrin, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est qu'à 32 km j'ai commencé à piocher, j'ai commencé à me prendre le mur, mais très violemment comme beaucoup de coureurs, et du coup j'ai terminé en 4h01. Et j'ai vu, et c'est ce moment où, alors j'étais très content quand même, mais c'est le moment où tu vois le porteur de drapeau, hein, le mec qui te fait le relais pour 4 heures, tu te dis bon, je l'ai séché, il est très loin derrière, et puis en fait, il y a un moment, tu t'entends que lui et toute sa troupe sont en train de te rattraper, de te passer devant. Et là, tu dis merde, ils sont en train de s'éloigner. Et là, j'ai plus le jus pour reprendre quoi. Donc voilà, ça très clairement, il y a une maîtrise du chrono kilomètre après kilomètre. Il y a un plan qui est là, qui est établi et qui est parfait. Et ils ont réalisé le coup parfait de toute façon. Enfin voilà, c'était juste génial. Et moi alors du coup, j'avoue que je suis passé complètement à côté. C'était Eurosport ou je sais pas si ou BBC, c'était pas facile à voir. J'aurais su qu'il y avait la tentative, j'aurais été devant avec grand plaisir, et malheureusement donc j'en ai vu beaucoup d'étapes en replay, j'ai vu beaucoup de résumés, et j'ai loupé ce truc-là. J'avoue que je m'étais levé pour le sub 2 heures de Kipchoge pour ces 2 tentatives, hein. J'avais regardé ça de très très près en bavant, hein. C'est un athlète que j'adore, donc j'espérais, je regardais le truc à la seconde, mais c'est vrai quand il y a une telle maîtrise du truc, ça force le respect quoi. Ils ont fait je crois 27-30 aux 10 km entre 30 et 40. Bon, bref. Tu vois, si je faisais moins de 40 au 10, pour juste mon premier 10, je serais déjà très très content. Donc là, on se dit qu'il y a des mecs qui sont sur des chronos que peut-être que sur nos championnats nationaux, les mecs tapent pas au 10. Ouais. Et les mecs te font ça avec 30 km à des vitesses stratosphériques dans les jambes. C'est inimaginable. On est sur des exploits qui dépassent l'entendement. Il serait pas passé en dessous de 2 heures, on en parlerait quand même, mais c'est vrai que là, d'être en dessous de 2 heures, c'était une barrière qu'on pensait imbattable. Quand je dis à la régulière, alors quand Kipchoge l'a fait, il n'était pas à l'irrégulière, mais c'était des conditions qui étaient très maîtrisées. Il avait des mecs en relais en permanence, des lièvres en permanence. Là, il faut se dire que les mecs ont des lièvres jusqu'à 28, 30, 32 km, et qu'après les 10 derniers kilomètres, c'est bagarre avec les 2-3 qui finissent sur le podium quoi. Là il y a plus de règles, la règle c'est d'essayer de bombarder tout en étant à fond, parce que le mec qui finit deuxième finit quand même aussi en dessous de 2 heures, j'ai envie de dire. Alors lui c'est même encore plus impressionnant parce que l'Éthiopien qui finit deuxième, c'est son premier marathon officiel, donc sa première compétition sur marathon. Il a l'expérience des autres distances, mais il n'avait jamais fait de marathon en compétition. Alors, il a dû en boucler quelques-uns à l'entraînement, il devait savoir, mais ça veut dire que faire moins de 2 heures, alors que c'est son premier marathon officiel, avec toujours le stress, la tension, le cri des gens, ce sera pas la même chose de claquer une perf sur les pistes d'Iten au Kenya, et de claquer une perf dans une ville avec des milliers de gens qui vont crier autour. Donc c'est extraordinaire, mais le mec, le deuxième, il se dit, il y a le premier, il le voit, il est devant parce qu'il l'a dans sa ligne de mire. Il finit quelques secondes derrière, donc il l'a dans sa ligne de mire. Et ça doit être une frustration énorme parce que le mec réalise l'exploit lui aussi d'être le deuxième homme en moins de 2 heures. Il est en moins de 2 heures. Il y a que 3 types sur la planète qui ont réussi à le faire officiellement. 2 seulement en compétition, et il faut qu'il le fasse le jour où il y a un mec qui est 10 mètres devant, quoi. Et qui en plus est un pote à lui.
parce Ouais, qu'apparemment ils parlent, ils échangent. Enfin, ils ont le vainqueur avait annoncé ils avaient prévu, ils s'étaient dit on va se tirer la bourse ce jour-là, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le troisième qui bat le record du monde, il est en 2 heures quelque chose. Et donc c'est extraordinaire, mais il passe inaperçu. Il passe inaperçu. On sait même plus son nom, on sait même plus d'où il vient. Il est aux oubliettes de l'histoire, alors que finalement, dans n'importe quelle autre situation, la gloire était pour lui, quoi. C'était une course incroyable. Et le record féminin tombe aussi, les perfs au niveau féminin tombent aussi, qui du coup vont être éclipsés parce que, comme d'habitude, on parlera que du record des hommes et pas du record des femmes, malheureusement. Mais ouais, non, c'est spectaculaire et c'est beau. Et c'était une journée pour on a vécu, on l'a pas vécu, du coup on l'a loupé, mais c'était une journée historique pour l'athlétisme. Tu te souviens? Très clairement. L'athlétisme et l'humain en général, parce que avoir des performances comme ça, c'est toute l'humanité qui passe un cap, quoi. C'est comme quand on a passé 6 mètres au saut à la perche. Voilà, il y a eu Boubka qui un jour s'est dit allez, on va passer 6 mètres. Ou quand Usain Bolt est passé, a battu ses records aux 100 mètres, tout le monde s'était dit ce sera impossible. Il bat ses records là aussi en haranguant le public, en saluant la foule, etc. On se dit mais reste concentré, passe la ligne la tête dans le guidon, tu feras le malin après. Et je suis sûr qu'il gagnait 2 dixièmes sans problème sur 100 mètres. Voilà. Tu te souviens, à un moment, on parlait des limites humaines de vitesse sur marathon, et tu te souviens de ce que c'était les chiffres? Mais il me semble que c'était un 58 ou un 56 ou un truc comme ça, c'était pas très loin. Ça a été... Ouais, j'ai du mal à dire. C'est vrai qu'on a longtemps dit que la limite humaine, le mur était à 2 heures. Ouais. On l'a battu. Alors forcément, maintenant, on se dit, si le mur il est pas à 2 heures, où est-ce qu'il est? Mais c'est ce qui est beau dans tout ça. Moi, qui suis un grand fan d'aviation, quand on repense à l'époque des Chuck Yeager, qui le premier était passé le mur du son, il y a des mecs qui ont échoué, peut-être qu'ils n'avaient pas le bon avion, le bon truc, puis Yeager a peut-être eu de la chance ce jour-là, le bon avion, il a passé le mur du son, l'homme le plus rapide du monde. Phrase qui d'ailleurs a été reprise dans le dernier Top Gun, ça c'est un petit clin d'œil qu'il faut avoir sur tous ces films entre l'étoffe des héros, Top Gun, etc. J'ai réussi à le placer, donc je suis très content. Ce sera peut-être coupé, ouais. Mais voilà, c'est des trucs où les types, il y a une limite à un moment dans le sport, il y a une espèce de plafond de verre. Des gens vont se casser les dents. Ce qu'il faut se dire, c'est que les marathons, ça fait quoi, 100 ans, ça fait des siècles et des siècles que les gens courent des marathons, depuis l'époque ancienne, les Grecs, mais on va dire qu'on a des performeurs vraiment depuis une 50aine d'années, que les performances augmentent. Ce mur du 2 heures, il y a des légendes, Gebre Selassie, Bekele, Kipchoge, il y en a quand même beaucoup qui se sont cassés les dents dessus, littéralement, Mo Farah, plein. Kipchoge a réussi à le passer encore une fois. Il l'a passé dans des conditions qui étaient très optimisées et travaillées. Là, les mecs l'ont passé à la régulière, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il le passe à 2 en plus. Tu veux nous parler de l'étude de Lee sur la récupération. Ouais, on a la récupération, ça c'est des trucs qu'on a eu beaucoup. On a une étude de Lee qui est sortie il y a 2 ans maintenant. En fait, il a pris 63 études, 63 revues de littérature, donc qui couvrent un total de 1100 athlètes. Donc on commence à avoir un truc. Il y a toujours des biais dans une étude, il y a toujours des incertitudes dans une étude, mais on commence à avoir des trucs qui statistiquement sont quand même un petit peu fiables. Ce qu'on sait, c'est tout ce qui est traitement passif. Alors le massage, il y a des études de Visconti 2015 qui nous disaient ouais, ok, peut-être un petit peu. Donc ça c'est un truc qu'on voit souvent sur des formations, les gens nous disent ouais mais il n'y a pas d'études sur le massage. Donc il y en a entre autres une de Visconti qui nous dit en termes de récupération, c'est peut-être pas si mal. Alors pas si mal, ça veut pas dire que c'est si bien que ça, mais ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas hyper significatif, mais qui n'est pas anecdotique non plus. Donc le massage peut aider à récupérer un petit peu.
Le froid, les bassines d'eau froide, tout ça, bon, ça a été discuté. On a eu des publications des staffs de l'INSEP, de Biozen ou d'autres qui étaient qualitatives, mais bon, ça nous dit c'est bien, mais c'est pas si fou que ça. Il y a un effet aléatoire, ça marche pas forcément avec tout le monde, etc. Et les compressions, alors les compressions, c'est vrai que c'est très variable aussi. Tout ce qui est, alors ça peut être aussi bien de la pressothérapie que les petits manchons de compression. Ça, on sait que le jour de la course, pendant la course, c'est uniquement psychologique, c'est un vrai effet placebo. Il n'y a pas de marqueur d'une amélioration ou d'une diminution sur des gens en trail qu'en font. Ça a été montré, étudié, il n'y a pas de mieux, c'est vraiment dans la tête. Par contre, en récupération post-course, il y a un petit effet. Alors c'est un petit effet, c'est pas fou, mais ça aide un petit peu. Après, ce qui commence à marcher un petit peu mieux que tout ça, c'est de refaire des exercices. Alors pas des exercices à fond où on va être à travailler à la 1RM au maxi de ce qu'on peut, mais en étant sous-maximal en exercice, finalement ça permet d'aider à récupérer un petit peu. Tout ce qui est foam roller, les petits rouleaux en mousse un peu dur, c'est toujours très discuté, mais ça a l'air de fonctionner statistiquement un petit peu mieux que le massage, un petit peu mieux que le froid, un petit peu mieux que les compressions. C'est pas si spectaculaire, mais ça va aider un petit peu. En fait, ce qui marchera vraiment mieux, ça va être le repos déjà. Voilà, ne pas recourir tout de suite. Quand on a couru un marathon, se laisser quelques jours avant de pouvoir reprendre. Voilà, ça permet de se régénérer déjà au niveau un petit peu mental. C'est pas anodin mentalement, psychologiquement. Un marathon, on va quand même, quel que soit notre niveau, chercher loin dans nos réserves. C'est une épreuve qui est dure psychologiquement, très très dure. Tous ceux qui en ont fait, ils diront tu passes par toutes les émotions, par vraiment beaucoup de choses. Donc le repos, ne pas courir tout de suite. La nutrition est très très importante. Pas oublier aussi les risques chez beaucoup de gens, c'est de faire un LEA, un Low Energy Availability, ou un syndrome RED-S. C'est vraiment une grosse perturbation avec des gros troubles hormonaux qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, mais attention, il y a des hommes qui en ont aussi. On a eu des travaux de Whitney en 2025, il me semble, donc, qui étaient faits sur un marathon américain, Chicago ou Boston, je ne sais plus, là tout de suite, qui ont montré qu'il y avait un pourcentage, mais qui était phénoménal, de coureurs qui avaient ces symptômes et ce syndrome, ce LEA, ce RED-S. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a à monitorer. Il y a des petites applications qui existent aujourd'hui. J'en ai fait une qui est sur l'App Store, je cite pas de nom, mais il y a beaucoup de gens qui en ont fait, et essayer de monitorer ces trucs-là, avec évaluer sa fatigabilité, évaluer sa motivation, évaluer ses qualités de repos, évaluer ses symptômes hormonaux. Une femme qui commence à perdre un petit peu son cycle menstruel, soit félicitations, heureux événement, mais quand on commence à plus avoir ses règles pendant 3-4 mois, c'est un marqueur qui est à prendre en compte. Et là, ça se traite pas juste par de l'arrêt du sport, ça se traite aussi par une consultation avec un endocrino, etc. Donc ça, c'est des choses à voir. L'alimentation joue aussi, l'alimentation et l'hydratation jouent un rôle dans la récupération. On parlait un petit peu des Kenyans en message, on s'était envoyé quelques messages sur les Kenyans. Tu m'as dit, t'as vu, il a pris 2 tranches de pain, du thé, et puis voilà. Alors déjà, il faut savoir que culturellement au Kenya, ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à disposition, toujours. Donc ils mangent un petit peu ce qu'ils peuvent. Alors dans les grandes villes, oui, mais souvent dans les campagnes où vivent ces gars, il n'y a pas toujours tout qui est très très disponible. Ensuite, autre petit point, culturellement, ils ont une alimentation qui est très pauvre en graisse et tout ça. C'est pas des gros mangeurs, donc ils mangent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Donc c'est une alimentation qui est très très limitée. Ils ont génétiquement un taux de masse grasse qui est faible, mais ils ont aussi une alimentation qui contribue très très fortement. Et le poids, on sait que c'est l'ennemi. Si on se bagarre sur 100 grammes de chaussures, quand nous on porte 10 kilos de trop parce qu'on a forcé un peu sur l'apéro, forcément derrière c'est des minutes et des minutes qui s'envolent. Après le thé, c'est aussi, alors est-ce que le thé a des vraies vertus, ça reste encore à prouver, mais en tout cas c'est vraiment la boisson de base. Quand tu regardes un peu l'entraînement des Kenyans, des Éthiopiens chez eux, ils ont une grosse séance
séance le matin. Puis derrière, ben voilà, ça chill un peu tranquille à l'ombre d'un arbre en buvant du thé. Alors ça sirote du thé. Ça se repose, ça fait un peu de stretch, un peu de stretching vite fait, et ensuite on repart sur une autre séance. On se remet à l'ombre d'un arbre, on reboit du thé tout l'après-midi. On repart pour la séance du soir ou avec un peu de muscu entre temps. On reboit du thé. Donc effectivement, le thé c'est leur boisson de base. Alors est-ce que ça a un effet sur leur taux de masse grasse? Est-ce que ça a un effet sur leur ligne? Est-ce que ça a un effet sur la récupération? On ne sait pas. En tout cas, voilà, l'hydratation dans la récupération, c'est un vrai plus. Je pense que si on veut être performant dans l'absolu, la nutrition et l'hydratation sont des facteurs qui sont incontournables. D'abord sur la perf physique et sur la perf mentale. À partir du moment où tu commences à avoir une déshydratation, tu commences à perdre un peu une petite forme de lucidité qui peut être intéressante. Alors, est-ce que quand on court, on a besoin d'une grosse lucidité? J'en sais rien. Je me fais l'avocat des gens qui ont toujours un mot gentil pour les athlètes. Mais concrètement, quand on cherche à battre un record, à battre une perf, à être carré sur nos performances, etc., à un moment, il faut être lucide. Sur un autre sport qui me tient très à cœur, le golf, ils se sont rendus compte qu'un athlète qui est un peu déshydraté, des fois on peut passer 4 heures sur un parcours, il fait chaud, il n'y a pas d'ombre, etc. Quand on commence à pas boire assez, ça se paye en coups, en beaucoup de coups qui sont ratés et des scores qui s'écroulent. Donc voilà, il faut avoir un plan d'hydratation, faut que ce soit convenu dès le départ. On sait que dans ces conditions météo, là aussi, il y a des applications qui peuvent nous aider sur ces trucs-là, ça fonctionne très très bien. Des applications qui vont te faire un rappel en disant telle condition météo, tel effort, tel truc, tel machin, il faut que tu boives tant à tel moment. Voilà. Et ça c'est le plan et c'est comme ça qu'on sera performant. Il paraît qu'il a mangé énormément qu'il a pris beaucoup de gel. Beaucoup de gel, ouais. Ouais, a priori, ils avaient des gels qui étaient là aussi un peu travaillés, optimisés, nouveaux, qui n'étaient pas dans le marché avant. Alors, j'ai pas dit produit dopant, c'est pas du tout mon propos, mais il y a une alimentation qui a sûrement été très très travaillée. De toute façon, il y a une dépense énergétique. Tu fais pas 42 km et quelques à une telle vitesse sans avoir une consommation énergétique qui est très importante. Donc, ça me paraît logique qu'il y ait des gels qui soient très optimisés. Et je pense que le moment auquel le gel était pris était calculé avant aussi. Là, on n'était pas sur de la sensation. Il y avait un plan qui était vu par les scientifiques, les nutritionnistes et tout le staff qui va avec. Ouais, pareil, c'était une grosse marque, c'est un peu comme les chaussures. C'était une grosse marque qui est aussi derrière le projet. Tu veux qu'on parle des performances des femmes ou pas? Si tu veux, si toi t'as le temps. Moi j'ai le temps. Moi j'ai un peu le temps. Ouais. J'ai un peu le temps. Ok. J'ai pas révisé à fond, mais allons-y. Non, moi ce que je t'avais noté, c'est que les records féminins étaient très très impressionnants maintenant, et que je crois que le record du marathon féminin c'est 2h09. Là, le record de Londres, c'est une course 100% féminine. Sur les courses mixtes, elles ont la chance d'avoir des pelotons tout le long. Et c'est quand même très proche des anciens records des hommes. Et maintenant, l'écart entre les femmes et les hommes, c'est quand même pas grand-chose. C'est quand même pas grand-chose, quoi. Alors, elles ont un énorme avantage déjà, c'est en termes de poids, elles sont souvent ces petits gabarits très 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 légers. Alors faut pas qu'ils soient trop petits, parce que sinon une petite jambe, forcément ça va demander un peu plus de pas pour faire la même distance, mais en tout cas elles ont des avantages de poids, elles sont très très optimisées et affûtées de ce côté-là. Je pense qu'elles ont de plus en plus accès à des structures d'entraînement et conditions d'entraînement qui sont valables. Donc ça aussi, c'est des pays où avant, je pense que, sans être méchant, peut-être que la place de la femme n'était pas à faire du sport. Donc c'est bien, les mentalités évoluent, et je pense qu'aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui peuvent s'entraîner dans des conditions qui sont optimales. Peut-être intégrer des équipes mixtes avec des partenaires d'entraînement qui sont très très bons. Ça c'est sûrement un truc qui nous manque un petit peu en Europe, c'est quand on est sur du haut niveau, d'avoir des pelotons qui soient hyper relevés, quoi, parce que on a des Européens qui sont très très bons, la question est pas là. Mais quand tu vas au Kenya, quand les mecs s'entraînent dans les groupes qui vont bien, t'as 150 mecs qui seraient tous sur le podium sur nos championnats nationaux, qui vont s'entraîner en même temps.
en sachant que sur ces 150 mecs, ils savent qu'il y en a peut-être que 2-3 qui arriveront à vraiment percer et avoir une grosse carrière à l'international. Donc les mecs vont se défoncer, c'est-à-dire que forcément, quand tu as des sparring partners qui sont à super haut niveau, tu vas forcément performer plus qu'à la limite un mec qui te pousse pas dans tes retranchements, quoi. Donc je pense que d'avoir tout ça contribue à ce qu'on ait des femmes qui soient aussi à meilleur niveau. Je pense aussi que heureusement maintenant on a peut-être des sponsors qui commencent à investir un peu dans le sport féminin, et ça c'est une bonne chose. Donc en athlète, peut-être que les athlètes ont des conditions financières, matérielles qui leur permettent de mieux s'entraîner et de participer aux compétitions et de pouvoir être dans un environnement où on peut performer beaucoup plus. Et ça, c'est une vraie chance. Alors après, est-ce que les femmes arriveront à être l'égal des hommes en termes de performance? Est-ce qu'on aura des femmes qui passeront en dessous de 2 heures? L'égal, j'en sais rien. On a forcément des petites différences génétiques, hormonales. On a des petites différences anatomiques aussi. On sait qu'une femme de même taille va avoir un bassin souvent un tout petit peu plus large qu'un homme parce que ça permet la procréation, le passage d'un bébé. Donc tout ça, c'est un effort qui est supplémentaire pour les muscles du bassin, les stabilisateurs de la hanche. Alors est-ce que ça contribue beaucoup à la performance? Est-ce que ça empêcherait de passer sous 2 heures? Là, on n'est pas assez pointu. Je pense qu'on n'a pas encore de vérité absolue. Maintenant, ce serait beau. Ce qui aurait été encore plus beau, c'est que ce soit une femme qui passe en dessous de 2 heures avant les bonhommes et qui termine sur la même course. Une tête, 2 secondes juste pour la rage, juste pour, tu sais, le truc qui t'énerve. À la limite, tu perds de 2 minutes, tu dis bon, j'ai foiré ma course, mais que le mec finisse, que t'es la nana qui le tape dans la dernière ligne droite, quoi, qu'elle accélère et qu'elle passe juste devant. Et voilà, là, on aurait eu un signe qui est formidable pour l'équité, pour l'égalité, pour le sport féminin et c'est une réalité. Maintenant, c'est bien qu'on ait des femmes qui performent parce que plus il y a de femmes qui performent et plus ça mettra un halo médiatique autour du sport féminin et puis plus il y aura du budget pour tout le monde. Il y avait un débat il y a quelque temps sur le foot où les journalistes posaient la question à un joueur de foot masculin en lui disant « Trouvez normal que les femmes gagnent moins ?» Il dit ouais, mais c'est l'exposition médiatique aussi. Forcément, s'il y a moins de supporters, s'il y a moins de gens dans les tribunes, s'il y a moins de droits télé, elles peuvent gagner moins. Il dit après, en comparaison, si on regarde les top modèles, les femmes gagnent largement mieux que les hommes parce que finalement, on a peut-être plus envie de voir une femme top modèle et que ça ramène plus de budget. Alors attention, mon propos est pas de dire que la place de la femme est sur un podium. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout ça. Mon propos, c'est de dire que si on veut qu'il y ait du budget dans le sport féminin avec plus de femmes et les conditions pour pouvoir s'entraîner aussi bien que les hommes, faut qu'il y ait effectivement des têtes d'affiche qui arrivent à créer un halo sur le sport de haut niveau. Faut qu'il y ait du spectaculaire, faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça. Pour parler de foot, tant qu'on n'ira pas voir les matchs des femmes, forcément les salaires des femmes augmenteront pas. Et moi je serais assez partant, tu vois, sur qu'on ait des événements qui soient mixtes en athlée au maximum, qui est aussi bien les femmes, les hommes, et que pourquoi pas en partant en même temps, c'est très bien. Et ça créera de l'émulation. Et puis, pourquoi pas, si on a des décideurs du football qui nous regardent, faites un truc tout con quand vous organisez un match pour les hommes au Parc des Princes, par exemple, ou dans n'importe quel autre stade. Je suis parisien, donc c'est le premier stade qui est mis en tête, mais à la limite, s'il y a le match à 21h pour les hommes, mettez le match des féminines à 18h, faites-nous venir plus tôt, et puis pour le prix du billet, tu auras 2 matchs, tu auras les féminines, tu auras les masculines, tout le monde jouera, ce sera très sympa, et puis ce sera dans le même stade, ce sera pas dans le stade à moitié délabré qui est juste à côté. On est voilà, ça ce serait une de mes idées pour
pour booster un peu le sport féminin. C'était pas le sujet de départ, mais c'est un truc qui me tient aussi grandement à cœur. Faut penser que quand on parle d'athlètes, quand on parle de running, la majorité des pratiquants sont des pratiquantes en fait. Alors ça se joue à pas grand chose, mais je crois que c'est 57% des pratiquants sont des pratiquantes. Donc aujourd'hui, quand on s'intéresse au running, faut s'intéresser aux coureuses, aux runneuses, mais il y a pas le choix quand on est praticien, quand on est kinésithérapeute, médecin, podologue, peu importe. Faut intégrer cette dimension du sport féminin, de la coureuse, parce que aujourd'hui, finalement, la petite majorité des sportifs qu'on va voir, ce sont des femmes. Avec des pathologies qui sont parfois beaucoup plus féminines, par exemple un syndrome fémoro-patellaire, on sait que c'est une pathologie qui est plus féminine parce que c'est lié au stabilisateur de hanche. Une bandelette iliotibiale, ça touchera un peu plus de femmes. Alors après, une tendinopathie d'Achille, on aura un peu plus d'hommes. Mais voilà, le syndrome fémoro-patellaire, c'est la pathologie numéro 1 du coureur. Et encore une fois, surtout de la coureuse, quoi, du coup. Donc, c'est des pathologies auxquelles il faut s'intéresser et après, on aura des petites différences, encore une fois, liées aux petites variations anatomiques qu'on peut avoir dans nos prises en charge. Après, foncièrement, la prise en charge, ça restera la même, en gardant juste à l'esprit qu'il y a des petits écueils, des petites difficultés en plus, mais en soi, c'est pas ingérable, quoi. Ouais, les courses mixtes, les courses sur piste, les relais mixtes sur piste, c'est hyper marrant à regarder. Ouais. Quand il y a les, Ouais, les garçons qui courent après, ou les filles qui courent après les garçons, et que ça s'enchaîne, tout, moi je trouve que c'est assez ludique. Mais même les relais, de toute façon, c'est assez marrant à regarder généralement. Ouais. Ouais, non, moi j'aime bien, et puis c'est très sympa, et il faut qu'on ait plus de sport comme ça, où on ait des vraies situations mixtes. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, ça marche. Et en plus, bientôt ta formation sur courir au féminin va sortir. Exactement, avec la très talentueuse Sophie Tison. Donc ça, c'est une formation qu'on sort et qui est très très sympa parce que on avait la formation coureur classique, qui s'adressait un peu aux hommes, aux femmes. Et puis là, on a une formation qui est vraiment spécifique sur des problématiques très très féminines. Alors, on va voir tout ce qui est endométriose, on va voir toutes les pathologies qui sont quand même typiquement féminines. On va revoir les pathologies qu'on pouvait voir un peu en premier niveau, mais on va les voir côté masculin et surtout féminin, là ce coup-là, en ciblant bien les spécificités de la femme. On va revoir tout ce qui est LEA et RED-S parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui, dans nos sports, qui sont des sports où on s'engage, qui sont un peu prenants, on a une vraie répercussion. Donc revoir un petit peu les facteurs de risque, les critères d'évaluation, les prises en charge de tous ces trucs-là. Donc ça, c'est assez fascinant. Et puis, donc ça ne parle pas des femmes, mais on a aussi la formation sur le trail qui est en train d'arriver en e-learning, qui était très sympa et qui nous permet d'avoir un abord un petit peu différent du coureur, où en plus on a travaillé beaucoup sur tout ce qui est musculation du coureur, entraînement, spécificité d'entraînement, etc. Puis le trail, alors certains diront c'est pas vraiment de la course, que parfois on marche, parfois on fait des pauses, etc. Mais malgré tout, c'est un aspect différent de la course et c'est un aspect qui est populaire parce que aujourd'hui on organise plus de trails que d'épreuves sur route. Aujourd'hui, donc c'est plutôt bien. Et puis finalement, le trail, ça peut concerner aussi tous ceux qui font du cross, etc., qui sont vraiment des purs pistards qu'on sort de la piste. Donc le cross, c'est sympa aussi. Et voilà. Ouais. Pour revenir à l'INK, effectivement, on a une formation pathologie du coureur que tu fais en présentiel. Et en e-learning, on a les deux. E-learning, enfin, c'est pas la même chose. Alors c'est pas tout à fait. C'est pas la même formation et surtout c'est pas le même truc. Déjà l'e-learning est plus court que la formation présentielle. On l'aborde pas tout à fait sur le même angle. Là sur l'e-learning on est très sur l'angle douleur du coureur, que sur l'autre on est sur des trucs un peu plus spécifiques coureur, pas que de la douleur. J'adore les deux, même si on doit me demander, j'ai toujours une petite préférence. Mais j'ai toujours une préférence pour les formations présentielles parce que c'est des temps d'échange avec des coureurs souvent de tous horizons, avec leur vécu, avec des échanges et l'e-learning c'est très bien, mais c'est toujours un peu frustrant ce petit manque d'échange qu'on
qu'on peut avoir. Alors ça répond à la problématique de certaines personnes qui ont des fois du mal à libérer du temps, qui peuvent se former à leur rythme, où ils veulent, quand ils veulent, etc. Mais le présentiel, voilà, pour moi, c'est l'occasion d'être dans de la pratique, d'être dans de l'échange. Et ça, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur, quoi. Ouais, oui, et puis pour faire, ouais, de l'analyse de foulée, pour échanger, c'est quand même mieux. On espère faire plusieurs événements sur la course à pied. Donc. Voilà, c'est toujours de l'analyse de foulée. Tu peux expliquer sur du PowerPoint, tu peux montrer des vidéos, tu peux faire plein de choses, mais à un moment quand tu le vis, que tu montes sur le tapis, qu'il y a les explications à côté, qu'on teste les trucs en live, bah c'est toujours un petit peu plus parlant. Après, je ne minimise pas l'e-learning, hein, loin s'en faut. C'est une modalité d'apprentissage qui répond aux problématiques de beaucoup de gens et qui a énormément d'avantages. Voilà, c'est moins chronophage, ça évite des déplacements, ça se fait quand on peut, etc., etc. J'adore tout ça, mais c'est vrai que le présentiel, pour moi qui suis un peu bavard, qui aime bien aussi écouter et échanger avec les autres, parce que j'adore. En fait, il y a des fois, alors certains disent oh là là, mais tu peux pas dire ça quand t'es formateur, mais si, mais des fois tu vas apprendre des apprenants qui sont là, parce que il va dire bah alors moi tu sais cette problématique, moi je fais tel exercice, et là tu dis ah ouais, mais c'était génial, parce que on a tous un peu nos exercices chouchous, nos façons de faire, et finalement tu dis bah l'exercice qu'on te propose là, bah toi tu le faisais pas comme ça, mais c'était pas con de le faire comme ça. Et ça c'est super enrichissant. C'est vrai qu'on a aussi nos habitudes de travail liées au matériel qu'on peut avoir dans nos cabinets, et que du coup, bah là des fois tu as des gens qui n'ont pas forcément le même matériel que toi, donc ils vont trouver une astuce pour compenser, et finalement on apprend tous beaucoup de choses. Finalement de l'expérience des autres, mais pas que du formateur, de l'expérience de tout le groupe qui est présent. J'aime ces temps d'échange parce que il y a des moments où il faut savoir se mettre en retrait, laisser un peu les apprenants entre eux, les collègues, amener leur vécu, leur expérience, parce qu'ils en ont, et que les kinés ils font des choses, beaucoup de choses qui sont très très bien, et donc du coup là ils échangent, ils parlent, et c'est super, quoi. On espère ouais, cette année pouvoir proposer des formations un peu sur site. Donc on réfléchit à être proche des ultra trails et peut-être proche du Kenya. Donc on a commencé à discuter avec Renix des conditions. C'est pas encore certain que ça puisse se faire, mais ce qui était amusant aussi en lui disant est-ce que tu penses que pour nos kinés en formation on pourrait avoir accès à des très bons coureurs? Il m'a dit mais non, il n'y a aucun problème. Ouais. Des coureurs en Alors, après, il y en a tous les jours qui passent, quoi. Après, avoir accès à des très bons coureurs, avoir accès à des coureurs Et des blessés, au sens large, quel que blessés. soit le niveau, blessé, c'est toujours mieux que, entre guillemets, d'avoir en sujet, en modèle, nous, humbles confrères. Alors, dans un groupe, il y en a toujours un ou une, voire plusieurs, qui ont des petits bobos, et ils viennent à la formation. Pour ça, j'ai dit, bah alors je cours et j'ai ce bobo-là. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, d'avoir cette expérience et cette pratique, et de vivre une course de l'intérieur, c'est des vrais plus. Voilà, tout ça, ça va dans ma thématique présentielle, hein, qui est enrichissante et qui est un plus, quoi. On espère, ouais. On espère qu'on arrivera à faire vivre ces formations sur le terrain de manière très très pratique, très exceptionnelle aussi. Donc être sur les lieux, sur les lieux. C'est sûr que c'est un cadre très très différent, d'être sur une belle course, d'être dans un bel endroit, au sein de l'événement, quoi, au sein de l'histoire. Au sein de l'histoire, ouais. Donc on espère pouvoir le mettre en place, et avoir au sein de l'INK, voilà, cette possibilité de faire un e-learning, effectivement, quand on n'est pas dispo pour venir. On essaie nous d'être dans plein de régions, mais on n'y est pas toujours, donc on essaie d'être le plus possible. Et pouvoir faire du e-learning, pouvoir faire du présentiel, venir courir dans la salle qui est là-bas, on a le tapis qui est prêt, et peut-être aussi essayer de voir sur place, à Iten, comment ça se passe un entraînement de top niveau, comment fonctionnent les coureurs, comment ils mangent, comment ils vivent, comment ils dorment, etc., comment ils sont soignés, et peut-être aussi sur des trails, être présent sur des trails pour vivre le moment avec les coureurs. Ouais. Donc voilà le catalogue
Je suis partant, hein, moi. 2026, on espère 2026. Ouais, 2026, 27, 28, quand tu veux, les trois même, y a pas de problème. Je suis là. Bon, voilà. En tout cas, merci à toi Jean-Cyril. Merci pour ces échanges. C'est vrai que là on a vécu un peu l'histoire quand même, donc Ouais, on voulait rebondir c'est très vite sympa de. sur l'histoire. Ouais. Ouais, c'est un beau moment, et quand on est coureur, ouais, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est loin de ces trucs-là, nous humbles coureurs, mais c'est extraordinaire. Ouais.